C'est aujourd'hui, lundi 6 mai 1889, que le président Sadi Carnot vient inaugurer l'exposition universelle. Il salue le grand ingénieur Gustave Eiffel, à qui nous devons la tour de 300 mètres, attraction principale de l'exposition. Ce monument unique au monde célèbre le retour de la France dans le concert des grandes puissances. Ce chef-d'œuvre de l'industrie moderne, inconcevable il y a seulement quelques années, sera aussi le symbole des progrès accomplis par notre 19e siècle et une préfiguration des prodiges que nous préparent les savants et les industriels. Avec cet édifice véritablement extraordinaire, nous entrons directement dans le futur. La tour de l'ingénieur Eiffel recule les limites du possible, dépasse l'imagination et marque véritablement le premier jour d'une ère nouvelle. Ingénieur spécialiste des constructions métalliques, Gustave Eiffel s'est rendu célèbre dès l'âge de 35 ans en réalisant la Galerie des Beaux-Arts pour l'exposition universelle de 1867. Il a également réalisé le pont sur le Douro au Portugal, la gare de Budapest, des ponts et pavillons en Cochinchine, au Pérou et au Chili, le pont sur le Danube et l'étonnant viaduc de Garabi qui vient tout juste d'être achevé. L'excellence de ses réalisations lui a valu des commandes dans toute l'Europe. Les superbes constructions de fer et de verre et les ouvrages spectaculaires que nous lui devons n'auront pourtant été qu'un préambule, comparé à l'extraordinaire monument de 300 mètres qui allait devenir presque plus fameux que les pyramides d'Égypte ou que la Grande Muraille de Chine. Dès le début de sa carrière, Eiffel s'était rendu compte de l'importance de la presse et il convoquait régulièrement les journalistes pour leur parler de ses projets. Alors, le matériel arrive par ici. Chaque appareil, notez celui-là, a une ergonomie propre qui est en fonction des éléments qu'il travaille. Vous préférez le fer à l'acier? Et pourtant, le 26 janvier 1884, le prestige du célèbre ingénieur avait subi un grave revers. L'effondrement pendant une tempête d'un de ses viaducs en cours de construction. Vous avez le... Et s'il arrive que le pont s'écroule? Faites bien de me poser la question, parce que, vous savez, il y a un moment critique dans la réalisation d'un pont. Et ce moment appartient à la bonne ou à la mauvaise chance. Et nos calculs les plus précis, à ce moment-là, ne valent pas grand-chose. L'ingénieur Eiffel passe pour être un habile inventeur, doublé d'un homme d'affaires avisé. Ses succès, à la fois techniques et financiers, il les doit à l'usinage en atelier, ici même à Levallois, au 10e de millimètre près de ses futurs ouvrages d'art. Alors légèreté et sécurité sont les impératifs. Ce nouveau modèle de pont que nous construisons déjà en Cochinchine doit répondre aux mêmes critères. Aucune pièce qui ne puisse être portée à dos de mulet et soulevée par 2 hommes tout en étant capable de résister à un poids de plusieurs tonnes. 1 contremaître et 4 indigènes suffisent à monter le tablier complet en quelques jours. Ainsi, nous ouvrons la route à la civilisation, partout dans le monde. Faites bien savoir à vos lecteurs que nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Tout a été préparé. Tout a été préfabriqué en atelier. Eiffel conçoit jusqu'au plus petit boulon ou rivet. Il suffit ensuite de se conformer au plan de montage établi par les 50 ingénieurs, concepteurs et dessinateurs qui travaillent pour lui depuis de nombreuses années sur des projets de plus en plus ambitieux. Bonjour madame. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous prenne en photo? Après l'humiliante défaite infligée par les Prussiens et la tragédie de la Commune, les Parisiens retrouvent leur joie de vivre et leur confiance en l'avenir. Une nouvelle génération vient au monde. Regardez l'objectif bien, c'est bien. Voilà, regardez bien l'objectif. Retenez bien votre souffle, attention. La Statue de la Liberté est un symbole pour ceux qui cherchent un monde meilleur et plus juste. C'est à Paris que ce magnifique cadeau des Français aux Américains achève de se matérialiser sous la forme d'un monument colossal, chef-d'œuvre du sculpteur Bartholdi et de l'ingénieur Eiffel. La visite d'un génie de la littérature, d'un génie de l'art comme vous est un plaisir inégalable. C'est un honneur, monsieur Hugo. Un honneur immense pour le modeste ingénieur que je suis. C'est la poésie, personnifiée par le plus grand de nos auteurs vivants.
Elle est devant nous, messieurs, la poésie. Elle nous impose le silence. Voilà ce qu'illustre à merveille la visite de notre grand Victor Hugo à cette statue. Cadeau de la vieille Europe au Nouveau Monde, temporairement assemblé à l'atelier du sculpteur Bartholdi. Monsieur Bartholdi. Une photographie. Sous son enveloppe de cuivre vert de gris, ce monument extraordinaire possède une solide ossature de fer conçue par Eiffel et qui le fera résister aux plus sévères tempêtes aussi bien qu'à son propre poids. Et sur ce même principe, nous construirons des immeubles d'habitation, des bâtiments d'usine, toutes sortes d'édifices, et leur hauteur ne connaîtra pas de limite. Comment l'homme qui vient d'accomplir ce nouvel exploit saura-t-il nous étonner encore pour l'exposition universelle qui fêtera les 100 ans de la Révolution française? C'est exactement ce que nous avons fait pour l'exposition de 67. Il y a presque 20 ans. 20 ans, il n'y a rien de neuf. L'effet de ces voûtes élargies est assez bien. Trouvons une forme originale. Un objet absolument inédit. Ou alors, laissons la future exposition universelle se faire sans nous. Nous ne manquons pas de commandes, Dieu merci. Il me vient une idée, monsieur. Une idée passablement incongrue, peut-être bien, mais... Et voici cette fameuse tour de 300 mètres, dont on rêve depuis 50 ans, en Europe et en Amérique. Et nous pouvons même aller plus haut. Bah, il n'y a pas d'obstacle technique majeur. Contentez-vous de 300 mètres, mon petit coquelin. N'y passez pas trop de temps. 300 mètres de fer qui ne seront au mieux qu'une sorte d'attraction foraine. Si vous y tenez tellement, je vous avancerai le prix du papier. Et je vous ferai cadeau des crayons. Une tour de 1000 pieds, plus de 300 mètres. Jamais personne n'aura pu monter si haut sur un édifice construit par des hommes. Plus haut que Notre-Dame, plus la colonne Vendôme, la Statue de la Liberté et l'Arc de Triomphe superposés. Eiffel était veuve depuis quelques années et sa fille Claire avait pris la place de maîtresse de maison. Tu sais à quoi notre jeune ami Coquelin passe toutes ses nuits? Il est au bal de l'opéra? Au café-concert? Grand Dieu, non, tu y es pas du tout, là. Moi, j'y suis. Tu lui fais creuser à main nue le tunnel de ton futur métro, mon cher père. Si le pharaon voulait bien me prêter ses 100 000 esclaves, ça serait pas une si mauvaise idée, ça. Et après, le métro Eiffel. Une pyramide Eiffel. J'ai fait quelques calculs préliminaires. La tour aurait une masse de 7000 tonnes environ. Si on élargit suffisamment l'emprise, cela devrait représenter 3,5 kilos au centimètre carré, soit pas plus qu'une personne assise sur une chaise. Alors? T'y crois, toi aussi? Eh bien, ce sont les autres qu'il faut convaincre. C'est logique, c'est simple. Impeccable, de bas en haut, mais... Votre avis, Sylvestre? Tous les Parisiens ne sont pas des mathématiciens. Hein. Ce n'est que mon modeste avis d'architecte, une opinion d'artiste, mais il me semble qu'il manque un rien de souplesse et de fantaisie. C'est très intéressant. Je vois beaucoup de difficultés pour la réaliser. Continuez quand même. Mais ça sert à quoi? À part être un somptueux paratonnerre.
Monsieur Coquelin. Ça ne sert à rien, ça ne sera là que pour exister. C'est surtout le vent qui va exister. Vous avez songé à la pression d'un bon coup de vent sur votre pylône de 300 mètres? Oui, j'ai fait quelques calculs. Pour un vent de 160 km/h, ça ne devrait pas osciller là-haut de plus d'une vingtaine de centimètres. Et pour un vent, mettons, de 200 km/h? Ça n'arrivera jamais sous nos latitudes. La tempête qui a détruit notre viaduc de la Tarde n'existait pas non plus. Monsieur Compagnon, nous étions en phase de lançage. 300 tonnes de fer en déséquilibre au-dessus du vide. Le moment le plus dangereux. Alors, on la regarde exister, votre tour, et c'est tout. On monte pas dessus. Il y aura des ascenseurs. Des ascenseurs? Vous avez déjà vu un ascenseur s'élever comme ça, vous? Pourtant, il en faudra bien un. Il y a une solution à tout. Moi, je peux la dessiner, cette tour. Mais vous, est-ce que vous aurez assez de cran pour la construire? Demandez à mes hommes. À 300 mètres du sol, ils râleront si fort qu'on les entendra d'en bas, mais chacun sera à son poste. Et ils feront leur boulot, monsieur. Ça sert quand même à rien, votre truc. Les 7000 tonnes ne feront qu'un poids de 3,5 kg au centimètre carré, moins que le poids de la plupart des immeubles parisiens. Semaine après semaine, dessin après dessin, étude après étude, la tour trouve sa forme définitive. Viens voir. Chaque fois que je la vois, je la trouve plus belle. Surtout aujourd'hui. Il suffit d'un simple détail, tu vois, pour la rendre parfaite. Projet d'une tour de 300 mètres déposé le 12 décembre 1884 par messieurs Eiffel et Sauvestre. Sauvestre est là, oui. Il me faut la signature d'un architecte pour participer au concours de l'exposition. Mais c'est Coquelin qui l'a dessiné, cette tour. C'est son idée. Coquelin et Nouguier recevront chacun 100 000 francs et un pourcentage sur les bénéfices que je compte tirer de ma tour. Ils n'ont pas protesté. Pour quelques nuits passées à travailler sur les planches à dessin, c'est pas si mal payé. Tu as raison. Non pas à se plaindre. Surtout qu'ils n'ont fait qu'appliquer mes méthodes de travail et se servir de mes propres inventions. Et les véritables difficultés vont juste commencer. Elles pourront se résoudre que sous ma responsabilité. Mais Eiffel a trouvé un concurrent sérieux dans cette course vers le ciel qui marquera l'exposition universelle. Bourdet, l'architecte du palais du Trocadéro, propose un phare monumental de 300 mètres pour éclairer Paris. Notre tour a une rivale, mes bons amis. Une rivale en granit. Oui, en granit. Pourquoi pas en plomb? Du trop célèbre architecte Bourdet. Ce machin s'effondrera au premier coup de vent. Ou bien ça s'enfoncera dans le sol sous l'effet de son propre poids. En admettant qu'on parvienne jamais à le construire. L'obélisque de Washington est en granit aussi. Après 35 ans d'efforts, ils n'ont pas pu dépasser les 160 mètres. Comment peut-on accorder le moindre crédit au projet absurde et onéreux de ce charlatan? Nous vivons dans un étrange pays. Mon devoir de journaliste m'obligeait à démontrer la supériorité du projet d'Eiffel sur celui irréalisable de son rival. Le directeur du journal me convoqua dès le lendemain. Mais ça ne va pas du tout, mon vieux. Mais qu'est-ce que vous écrivez là? Regardez-moi ça. Un splendide exploit technique, la preuve de la Renaissance française. Et puis quoi encore? Cette vilaine ferraille de l'ingénieur Eiffel. Monsieur... Je vous paye pour exprimer les opinions du journal. Ce qui veut dire les miennes, pas les vôtres. Mais monsieur, pas plus tard qu'hier, vous pensiez du bien d'Eiffel? Mais Eiffel a sûrement du génie. Tant mieux pour lui. Bourdet est protégé en très haut lieu. Et ça vaut bien plus que tout le talent du monde. Si on le construit, le lampadaire sinistre et disgracieux de l'ingénieur Eiffel détruira le dernier oasis de verdure en plein centre de Paris. Pour l'emporter sur Bourdet, Eiffel a trouvé une protection au gouvernement. Celle d'Édouard Locroix, ministre du Commerce et de l'Industrie. Nous sommes exactement sous le centre de la future tour, monsieur le ministre. Vous aviez raison. Cet emplacement au cœur du champ de Mars, c'est parfait. Imaginez au-dessus de nous 300 mètres de fer, mélangés à la lumière et aux nuages. Ce sera bientôt chose faite, mon cher Eiffel. Vous avez le savoir-faire et le sérieux. Il me manquait juste un ministre. Il faut bien que parfois nous servions à quelque chose.
Le règlement du concours pour la construction d'une tour de 300 mètres est enfin publié. Il est stipulé que cette tour sera métallique, ce qui a pour effet d'exclure le magnifique édifice en granit de M. Bourdet. Vous êtes satisfait, Monsieur Eiffel? Absolument. Le règlement de ce concours me convient parfaitement. Il est en effet sur mesure. Il ne sert qu'à éliminer votre seul concurrent sérieux, Bourdet. Sur mesure? En effet. Ça fait 2 ans que je travaille avec mon équipe. Dépôt de brevets, expérimentation, de nouvelles techniques. Non, ce que vous voulez, vous, c'est que le concours soit gagné par des gens qui font n'importe quoi. Et qui n'ont rien fait du tout. Les autres candidats n'auront que 3 petites semaines pour proposer leur projet. Monsieur le ministre Locroix, ministre du Commerce et de l'Industrie. Ce scandale, nous le devons à l'intervention du ministre Locroix, ami personnel de l'ingénieur Eiffel. Messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer les résultats du concours organisé pour la construction des bâtiments de la grande exposition universelle qui se tiendra entre mai et septembre 1889. Les 3 premiers prix de 4 000 francs chacun vont respectivement à... Ce républicain radical, qui eut jadis des sympathies pour la Commune et les socialistes révolutionnaires, a pesé de tout son poids pour favoriser ce projet techniquement vertigineux. Et messieurs Gustave Eiffel et Stephen Sauvestre pour leur projet d'une tour métallique de 300 mètres. Encore une fois, M. Eiffel a fait jouer ses relations. Il ne doute décidément pas de sa bonne étoile, et encore moins de ses amitiés dans les hautes sphères du pouvoir. Cet appel d'offres n'était décidément qu'une farce destinée à masquer le gaspillage inouï de l'argent des contribuables. Et nous pouvons vous faire bénéficier d'un prix beaucoup plus intéressant sur le fer. Mes ingénieurs ne jurent plus que par l'acier, malgré son prix plus élevé. Moi pas. J'aime pas travailler sur une matière que je connais mal. Avec l'acier, personne ne connaît l'amplitude des oscillations par grand vent et par grande chaleur. Voilà ce que j'en pense, monsieur, de l'acier. Sous une forte bourrasque, la tour pourrait bien devenir une sorte de diapason. Pour une fois, je me fierai à mes oreilles plutôt qu'aux mathématiques. Nous la construirons en fer. La première étape consiste à sonder le sol par carottage pour vérifier la stabilité du terrain. À l'emplacement de cette improbable tour, les géologues viennent de constater que le sol est saturé d'eau et que 2 des 4 piliers ne sauraient trouver là des fondations solides. La zone est totalement boueuse et instable. On ne pourra jamais creuser, on est trop près de la Seine. Notre affaire commence mal. La tour prend garde. Il n'a pas pris assez garde, justement. La tour ne se construira pas. Comment ça? Le sol est instable. C'était dans mon article de ce matin.
À peine commencés, les travaux de la tour sont interrompus. Et le champ de Mars retrouve sa vocation première, qui est de servir de terrain d'entraînement aux cavaliers de la toute proche école militaire. Mais Eiffel n'a pas dit son dernier mot. Il décide d'utiliser un procédé de caisson pressurisé pour creuser en milieu inondé à 8 mètres de profondeur. Inquiets, les membres du gouvernement voient confirmer leur crainte qu'Eiffel ne tiendra ni les délais, ni le budget convenu. Non, je ne lui parlerai pas. Votre protégé a entrepris de gaspiller l'argent public. Il y trouvera son avantage personnel, j'en doute pas, mais il pourrait bien vous coûter votre ministère. Monsieur le Président, puis-je au moins vous le présenter? Je ne veux avoir aucun rapport avec lui, même de courtoisie. Mon cher Lecroix, vous vous souvenez sûrement de mon gendre, Adolphe Salle, c'est aussi mon bras droit. Il a beaucoup de bras droits. Il en aura besoin, je le crains. Parlez-moi de ces fameux caissons pour creuser en milieu inondé. C'est une technique qui a largement fait ses preuves. Je l'ai utilisée à mes débuts pour le pont sur la Garonne. C'était il y a près de 30 ans. Vous pouvez garantir qu'il n'y aura pas d'accident? Il n'y aura pas d'accident, mais... le budget du chantier augmente. De 250 000 francs. Je préfère être honnête avec vous. Le président du conseil n'attend que ça pour abandonner le projet. Je prendrai en charge les frais supplémentaires. Les différentes pièces des caissons sont assemblées sur le chantier. C'est une excellente affaire pour le fabricant des caissons, qui n'est autre que Gustave Eiffel lui-même. Surtout pas de fausse manœuvre. Je veux pas d'accident. T'as déjà assez de retard. On envoie, mais tout doucement, hein, tout doucement. Allez, ça suit, ça suit, ça suit. Voilà. Excusez-moi. Eh? Les terrassiers vont travailler dans ces caissons? La technique est au point, ouais. Un peu plus sur ta gauche, là. Voilà. Voilà. Ce sont des vrais cercueils, y a pas d'autre mot. Appelez ça comme vous voudrez. Ils vont les plonger vraiment dans l'eau? Dans ce qu'on trouvera, oui. Et comment les hommes vont-ils respirer? On leur enverra de l'air par des pompes. Tout simplement. C'est parfaitement incompréhensible. Tenez donc. Je veux vous montrer une chose, avant que vous n'écriviez encore des horreurs sur moi. Ah, et quoi donc, monsieur Eiffel? Un verre, mon ami. Un verre à boire. Un banal verre à boire. Enfoncez doucement le verre. Qu'est-ce que vous constatez? Ça résiste. Il y a une grosse bulle d'air. Vous pourrez l'écrire, monsieur le journaliste. Les hommes travailleront dans une bulle d'air. Ils auront largement de quoi respirer. Les ouvriers de la tour travaillent sous une pression de plusieurs atmosphères, tous les jours. Ouais. Et si les pompes tombent en panne, il paraît que le caisson est inondé. En 1 minute. Ces malheureux ouvriers seront noyés comme des rats. Non, il faut tout simplement interdire ce procédé. Messieurs de l'opposition, mes hommages sincères à votre clairvoyance et à votre sagesse. Monsieur le ministre, nous exprimons simplement nos convictions. Mais je suis très heureux que vous vous préoccupiez de la santé de nos ouvriers terrassiers. J'en suis même étonné. Toute vie humaine nous tient à cœur. Nous exprimons les craintes de la majorité des Français. Qui sont tous des ingénieurs comme vous-même, n'est-ce pas? J'ai entendu qu'il y avait eu de graves accidents avec ce procédé sur les chantiers d'outre-mer. Ni vous ni moi ne sommes des ingénieurs comme Monsieur Eiffel. Et croyez bien que pour lui, comme pour moi, les conditions de travail et de sécurité font partie des progrès immenses apportés par ce projet. L'ingénieur Eiffel prépare le siècle futur, et nous sommes à côté de lui, messieurs, des esprits bien médiocres. Il reste des hommes d'honneur, quoi qu'on en dise parfois, parmi les gens qui nous gouvernent. Le ministre Lecroix est à coup sûr l'un de ces hommes. Pour rassurer l'opinion publique,
Et pour prouver à l'opposition que les caissons pressurisés de M. Eiffel sont sans danger, le ministre n'hésite pas à y descendre lui-même. L'intervention spectaculaire et courageuse du ministre va, une fois de plus, sauver la tour et permettre à Eiffel de poursuivre les travaux. Eiffel, héros de notre temps, un éminent représentant du génie français, la revanche pacifique de la défaite de Sedan. Et puis quoi encore? Pourquoi pas sa statue place de la Concorde? C'est un homme qui gagne à être connu. Il accepterait sûrement de faire votre connaissance, vous l'apprécierez. En plus, vous foutez de moi. Bon, je suppose que ce monsieur Eiffel vous a taillé une redingote en billets de 1000 francs. Non, monsieur, je vous en donne ma parole d'honneur. N'employez pas de mots stupides, Barbier. On m'a pas viré ce crétin des Carpates. Il m'augmente, au contraire. Je passe à 1000 francs, ma belle. 50 louis par mois pour écrire tout ce qui me passe par la tête. Oh, mais tu vas pouvoir m'en faire des cadeaux. Il est persuadé que je suis dans les petits papiers du ministre, du président et de je ne sais qui encore. 125 mètres séparent chaque pied de la tour. Les fondations des pieds sud et est sont creusées dans un terrain sec et consistant, loin de la Seine et des infiltrations d'eau. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? On déblaye tout le coin ici et on met tout là-haut. Merci. Fernand, à toi! Vas-y! Quatre immenses dalles en maçonnerie sont positionnées pour recevoir les premiers éléments de la structure métallique de chaque pied. Désormais, plus rien ne devrait arrêter la tour. Mais de nouveaux ennemis se manifestent. C'est une lettre de protestation des artistes de notre pays contre l'érection de la tour de 300 mètres. Nous, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté de Paris, venons protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français, au nom de l'art et de l'histoire français menacés contre l'érection en plein cœur de la capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. Qui a signé cette infamie? Alexandre Dumas fils, Charles Gounod, François Copé, Charles Garnier, le comte de Lille, Maupassant... L'élite. L'élite de notre pays. C'est accablant. Ils n'empêcheront pas la tour. Leur lettre sera rendue publique après-demain. J'aimerais pouvoir publier votre réponse en même temps. Ils l'auront, ma réponse. Je prétends que les courbes des 4 arêtes du monument donneront au contraire... Non, ça va pas, ça va pas enlever au contraire. Donneront une impression de beauté. Relisez-nous ça, je vous prie, Adolphe. Si vous le permettez, père, après impression de beauté, j'ajouterais « et ces courbes mathématiquement parfaites traduiront à la face de l'univers la hardiesse de nos conceptions ». Elles sont l'univers tranquille, ma chère enfant. Pareil que je manque déjà bien assez d'humilité.
Bien. Faites porter aux journaux la réponse du barbare Gustave Eiffel. Et qu'on n'y change pas une virgule. Un an après les premiers sondages du terrain et 4 mois après les premiers coups de pioche, la première étape est achevée. 39 000 mètres cubes de terre et de pierre ont été enlevés. Les 4 socles sont en place et prêts à recevoir la délicate charpente de fer qui constituera la tour. Les terrassiers vont maintenant laisser place aux presque 200 riveurs qui viennent de toute la France. Ces ouvriers qualifiés seront payés au-dessus du salaire habituel, pourvu qu'ils se plient aux conditions particulières du chantier et aux délais de construction. Tu as bien lu le règlement du nouveau chantier? T'as tout compris? Oui, monsieur Compagnon. Signe. Duval, Valentin et Maximilien. Il y a plus d'1 million de rivets à poser là-haut. Ça te fait pas peur? Non, monsieur. Et 18 000 poutres à monter. Et comme ça. T'as intérêt à rester en bonne santé. Pour ça, monsieur, pas de problème. Je suis déjà solide comme un pont. Comme ton père, hein? Il me connaît depuis que j'avais ton âge. Une vraie tête brûlée. Il a même failli finir au bagne. Drôle d'époque, ouais. On s'égorgeait entre Français sous le regard amusé des Prussiens. Paris était en flammes. C'était ça, la commune. Rien d'autre qu'un foutu gâchis. Valentin Duval, après l'armistice, a rejoint les rangs des insurgés. La commune révolutionnaire de Paris. Avant qu'elle soit impitoyablement matée. J'apprendrai peut-être au fils qu'on peut diriger d'autres hommes, sans pour autant renier ses origines ouvrières. J'en suis la preuve, moi, Jean Compagnon, chef de travaux aux ateliers Eiffel, ancien ouvrier sorti du rang. Les conditions d'embauche sont particulièrement précises et contraignantes. Les horaires varieront selon la saison entre 9 h l'hiver et 12 h l'été. Pour gagner du temps, et surtout pour contrôler la consommation d'alcool des ouvriers, Eiffel va faire installer des cantines sur les plateformes successives. Ah, pas une tour de 300 mètres. Quoi ça va servir? On n'y arrivera jamais. Les ouvriers sont engagés pour les 24 mois que doit durer la construction. Ils vont travailler 6 jours par semaine, sans congé ni relâche, du lever du jour au coucher du soleil, quelle que soit la saison, sur un chantier qui deviendra de plus en plus difficile et de plus en plus dangereux. T'inquiète pas, personne ne sera jaloux. Baptiste est embauché aussi. Ah bon, il a été embauché, Baptiste? Oui. Tu verras la tour d'ici, maman. Allez, viens manger. Oui. On va faire pousser la plante. En l'arrosant de notre sueur. Il a pas commencé qu'il se plaint déjà. Et construisez la tour de Monsieur Eiffel. Même si elle sert à rien, au moins, je vous verrai rentrer le soir. Messieurs les terrassiers, on bouge plus. Merci. Allez, tirez-vous les bouseux. Place au réservé. Tu pourras toujours faire le ramoneur dans ta cheminée à 300 mètres, mon petit. Ton cul, il sera jamais bien loin de mon pied, va. Voici Eiffel sur le pied de guerre et prêt à faire fondre la bagatelle de 60 millions de kilos de fer. 3 livres de ferraille par citoyen français pour fêter les 100 ans de la Grande Révolution. Les poutres quitteront les forges de Pompey, dans l'est de la France, et seront transportées par train jusqu'aux ateliers Eiffel, où elles seront façonnées, usinées, percées et débitées, avant d'être livrées par péniche au chantier de la tour. Les poutres sont montées à la hauteur voulue grâce à des poulies et des grues amovibles accrochées à la structure même. Chaque poutre est fixée provisoirement à l'aide de boulons avant d'être rivetée à chaud.
Toute pièce qui n'est pas parfaitement conforme est immédiatement renvoyée à l'atelier. Aucune modification n'a lieu sur le chantier. Les poutres principales ont une masse d'environ 3 tonnes chacune. Elles sont reliées entre elles par les poutres secondaires, disposées en croix de Saint-André. Tout le souci de nos ingénieurs, c'était de répartir cette gigantesque masse métallique au sol sans qu'on s'enfonce. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire une sorte de patte de canard. Mais en raison de la courbure de notre tour, chaque élément, chaque poutre, et il y en a 18 000, est différente des autres. Nous avons dû réaliser 1700 dessins d'ensemble et 3629 dessins exécution, comme cela, vous voyez. Et comment vous les assemblez? Par les rivets. Sur les représentations qui nous en sont offertes, la tour évoque une dentelle. C'est que les ouvriers, assemblant les poutrelles par la technique du rivetage, ont porté leur rude labeur de forgeron au niveau de délicatesse d'un ouvrage de dentelière. Le colossal édifice sera formé de l'assemblage de 18 038 pièces calculées chacune avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre. « 2,5 millions de rivets, dont la moitié posée en atelier, feront tenir le tout. Voici venu l'instant décisif. Les 4 pieds de la tour vont être à présent reliés par 4 énormes poutres pesant 70 tonnes chacune. Celles-ci porteront la première plateforme tout en assurant la cohésion et la solidité de tout l'édifice. Nous avons résolu les 2 grandes difficultés de ce chantier. Creuser des fondations dans un marécage et maintenant poser les poutres du premier étage. Bastide, libère-le un peu! Descends! Si cette délicate opération n'est pas parfaitement réussie, nous ne verrons jamais la tour Eiffel. Descends, doucement, doucement! Mais nul ici ne doute du succès final. En fait, l'ajustement précis des énormes poutres sera obtenu par un procédé très simple. Il s'agit d'installer ces poutres un peu plus haut que nécessaire sur une sorte de socle, en réalité une simple boîte pleine de sable, qui s'écoulera très lentement, abaissant la poutre qui repose sur elle jusqu'à ce que le niveau requis soit atteint, au dixième de millimètre près. C'est fait. J'aurais tout calculé sur la résistance de la tour au vent. Cet ennemi rusé, imprévisible, pervers et toujours d'une violence sauvage. Mais les calculs ne servent à rien quand il s'agit des ouvriers qui travaillent là-haut, à la merci d'une brusque rafale. Qu'ils tombent de 30 mètres ou de 250, le résultat sera le même. Il est 8 heures du matin. Le jour vient de se lever. Il règne ici, au pied de la tour, une température véritablement montagnarde. On m'a rapporté que là-haut, cette température d'aujourd'hui, comme il y a 6 mois, est plus basse de 4 degrés qu'au niveau du sol. Et les hardis constructeurs sont encore à 240 mètres du sommet. Allez, messieurs! Allez, toi, tu prends ton groupe, tu vas au pilier nord! Allez, allez! Allez, on se C'est un spectacle extraordinaire et pourtant quotidien que celui qu'offre sans façon, comme s'il s'agissait d'une chose toute naturelle, ces ouvriers travaillant à plus de 60 mètres de hauteur. J'ai presque envie de dire d'altitude. C'est à peine s'ils remarquent le vide qui les menace, ou s'ils paraissent sensibles au vent, dont les rafales ont plus d'une fois dépassé les 80 km à l'heure. Oh, messieurs! Vous avez vu l'heure? Il fait encore plus froid qu'hier, monsieur. Et là-haut, avec le vent, c'est pas possible. Vous avez de quoi faire chauffer une cafetière, non? Je dis que 9 heures par froid, ça devrait être payé comme nos 12 heures d'été. Et pas un sou de moins. Je transmettrai votre demande à monsieur Eiffel. Reprenez le travail. Non. Je dirai moi-même ce que j'ai à dire. Et tout de suite s'il le faut.
un socialiste. Adepte des idées d'un certain Karl Marx. Ouais, pour le reste? Bon, excellent élément. Travailleur, sobre, courageux. Ce sont les mêmes individualités qui construisent la société qui souvent rêvent de la détruire. Est-ce que vous comprenez une contradiction pareille? Vous voulez instaurer la commune sur notre chantier, ce qu'on dit? Nos revendications sont légitimes. L'achèvement de la tour est tout aussi légitime, il me semble. Mais, voyez, monsieur le communard, il n'y a pas de canon ici. Ni fusil, ni canon. Nous allons discuter honnêtement. Vous y trouverez votre compte. Sauf votre respect, monsieur. Il ne s'agit plus de discutailler. Quand on nous fait trimer là-haut dans un froid pire qu'au pôle Nord, avec un vent à nous balancer dans le vide. Vous voulez négocier, oui ou non? Nous avons justement le même ennemi, le vent. C'est vous qui discutaillez, monsieur Duval. Moi, je veux que nous réussissions ensemble. Messieurs, venez par ici, s'il vous plaît. Bon. Les 4 heures perdues seront payées. Il manquera plus que ça, ouais. Augmentation comprise entre 5 et 20 centimes de l'heure selon le poste occupé. On ne demande pas la charité, compagnon, hein. Une misère, ouais. Et gratification immédiate de 100 francs pour tout le monde. Ça, on va en parler entre nous, hein, les gars. Ceux qui ne s'estiment pas satisfaits peuvent demander leur compte immédiatement. Vous avez 5 minutes pour décider. Valentin, elle est loin, la commune, hein. Allez, on reprend les outils et on remonte. Les poutres sont assemblées puis maintenues en place avec des boulons. Les riveurs enlèvent les boulons et commencent par vérifier que les trous sont parfaitement alignés. Les équipes de riveurs sont constituées de 4 personnes. Un apprenti fait chauffer les rivets jusqu'à ce qu'ils aient atteint la température idéale de 1200 degrés. Puis le teneur prend le rivet à l'aide d'une longue pince et l'introduit dans le trou commun aux 2 pièces. Une fois insérée, il la bloque avec une contre-boutrole, tandis que l'un des 2 frappeurs, à l'aide d'une masse de 5 kg et d'une boutrole, façonne la nouvelle tête. En se refroidissant, le métal va se contracter et fixer les 2 éléments avec une force de 3 tonnes. Chaque équipe de riveurs a sa propre façon de frapper, et les équipes se reconnaissent de part et d'autre de la tour par leur son unique. Les 40 équipes posent environ 3200 rivets par jour. À ce jour, aucun accident grave n'est à déplorer. Ce ne sont pourtant pas les dangers qui manquent. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Catherine. À chaque fois que je regarde par la fenêtre, j'ai peur. On n'en est même pas la moitié. Et si vous tombez? Mais on ne va pas tomber. On risque rien, mon... On ne peut pas mettre de rambarde aux plateformes, ça nous ralentirait. Et alors? Catherine, faut tenir les délais. On est payé 2 fois plus que n'importe qui pour ça. Eh ben bravo. Et merci.
J'aurais de quoi vous offrir de belles funérailles. Un escalier mène à présent au premier étage, et Eiffel, ses ingénieurs et quelques amis procèdent à l'inauguration privée de la plateforme. On m'avait pas prévenu que c'était si haut. Tandis que les hommes et les femmes admirent la vue spectaculaire à 57 mètres de hauteur, au-dessus de leur tête, les ouvriers continuent leur dur labeur. Très rapidement, le tout Paris cherche à obtenir le privilège de visiter cette première plateforme, et mieux encore, de se faire photographier aux côtés du grand ingénieur Gustave Eiffel. La vie en notre fin de 19e siècle est aussi palpitante de nuit que de jour. Nous vivons décidément une belle époque. Paris est la capitale mondiale du plaisir. Et votre humble serviteur ne manque pas, nuit après nuit, de vous rendre le témoin privilégié de ces explorations. Rien que cette semaine, 3 nouveaux cabarets ont ouvert leurs portes, offrant aux Parisiens et aux visiteurs éblouis le charme des plus jolies filles du monde. Le temps passe bien vite dans les tourbillons de soie et de satin. C'est ainsi que l'été approche et les nuits sont de plus en plus courtes. Aujourd'hui, vendredi 13 juillet, Eiffel nous invite à l'inauguration de la deuxième plateforme, à 110 mètres de haut. Il ne s'est passé que 3 petits mois depuis l'achèvement du premier étage, et un peu plus d'1 an depuis le début du montage métallique. La tour pousse de plus en plus vite. Vous grimpez comme un alpiniste. Je monte comme font les ouvriers. Ils font l'ascension chaque matin et aucun n'aurait l'idée saugrenue de penser que c'est un exploit. Mesdames et messieurs, la prochaine fois, je vous invite à me suivre 167 mètres plus haut. D'avance, je renonce. Rassurez-vous, rassurez-vous. Malgré les bruits qu'on a fait courir, les ascenseurs fonctionneront. Eiffel organise un somptueux banquet à la suite duquel tout Paris peut admirer un feu d'artifice tiré depuis le 2e étage. L'hiver de 1888 est particulièrement rude. À plusieurs reprises, le mercure descend au-dessous de 0, mais la construction de la tour continue. S'arrête. Sur la tour, les ouvriers emploient ce temps pour effectuer de l'entretien de sécurité. Ils vérifient sur les poutres profilées que les lignes de force se déchargent comme il faut.
Ils doivent redresser certaines poutres qui se sont déformées à cause d'une avarie ou d'un accident. Mais je te dis que ça glisse! On arrête pour aujourd'hui, c'est trop dangereux! On redescend! Viens, regarde là! Fais attention, Maximilien! Les gars, on travaille de plus en plus haut. Mais les salaires, eux, ils restent en bas. On aura des pâquerettes. Ouais, c'est vrai ça. Et il fait moins 30 degrés là-haut. On se fait rôtir ou geler en attendant de s'écraser en bas. Alors qu'est-ce qu'on fait les gars? On arrête. Si nous leur cédons encore, nous devrons leur accorder tout ce qu'ils veulent et même ce qu'ils ne veulent pas encore. Et s'ils se mettent en grève pour de bon, nous n'aurons aucune chance de tenir les délais. Laissez-moi faire. Cette fois-ci, Eiffel ne cède pas. Les ouvriers qui demandent une prime de risque seront affectés au premier étage pour accomplir des tâches moins nobles. Messieurs les indispensables, ils ont enfin trouvé un travail à leur hauteur. Vous regrettez peut-être vos poutrelles, monsieur le socialiste. Et les affreux coups de vent glacés. Et les inhumaines brûlures du soleil. T'as le choix. Une peau de peinture ou un métier d'homme. À toi de choisir. J'espérais au moins ça d'un ancien de la commune. L'air est pur et vivifiant. Avec le temps, la tour deviendra l'équivalent d'une station balnéaire, ou mieux encore, d'un sanatorium pour soigner les maladies respiratoires. Nous nous sommes donnés pour tâche, mon photographe et moi-même, de conserver la trace pour les générations futures de ce grand moment de l'épopée humaine. Il ne reste qu'un mois avant le 31 mars, date à laquelle la tour doit atteindre la hauteur de 300 mètres. Les ouvriers n'en sont plus très loin. Aujourd'hui, plus de 200 hommes travaillent même le dimanche et la tour gagne 1 mètre par jour. Les autres corps de métier, peintres, menuisiers et plombiers, qui installent les conduites de gaz pour l'éclairage, suivent les ouvriers riveurs. Aucun accident mortel n'est à déplorer sur les 26 mois qu'a duré la construction. C'est le dernier jour. Les ouvriers posent une dernière couche de peinture et effectuent les dernières vérifications et opérations de contrôle en faisant sonner les rivets pour en vérifier le serrage. Après 26 mois d'un travail difficile mais exaltant, les ouvriers descendent de la tour pour la dernière fois, non sans une certaine émotion. La majestueuse structure n'est que provisoire, et les plus jeunes d'entre eux savent déjà que dans 20 ans exactement, ils seront réembauchés pour la démonter. Ah, quelle journée de pas. Ouais. Ben voilà, c'est fait. Ça me fait tout drôle de savoir que je remonterai pas. Tu peux toujours acheter un ticket. On a posé plus d'1 million de rivets et il faut qu'on paye. C'est quand même grâce à nous qu'elle tient debout, non? Ouais. Et puis tiens, regarde ça. C'est du vrai cuir. Eiffel organise l'inauguration officieuse de la tour. Des difficultés techniques imprévues retardent la mise en route des ascenseurs et l'on ignore s'ils seront prêts pour le jour de l'inauguration par le président de la République, Sadi Carnot. Ne vous inquiétez pas,
Encore 1500 marches. Quand nous atteindrons la plus haute plateforme, à 276 mètres du sol, nous aurons gravi plus de 1700 marches. Alors, qu'est-ce qu'on dit de ça? Regardez, voilà Eiffel. Bravo! À mon père, le plus grand ingénieur de notre temps. Ne l'oublions jamais. Ici, comme à Garabi, ou sur les rivières capricieuses de Cochinchine, nous jouons aux limites de ce qui est permis à l'être humain. Tu connais notre prochaine victoire, si le destin nous y autorise. À Panama. Depuis 8 ans, le chantier du canal de Panama, sous la direction de Ferdinand de Lesseps, rencontre des difficultés insurmontables. Des centaines de millions ont déjà été dépensés. Des centaines d'hommes sont victimes d'accidents ou de la fièvre jaune. Et pourtant, le canal reste inachevé. Il n'y a qu'un homme qui peut peut-être sauver la France d'un échec désastreux, Gustave Eiffel. Monsieur de Lesseps a enfin accepté votre idée d'un canal à écluse. Il n'aura mis que 8 ans à se rendre à l'évidence. Et en attendant, combien de centaines de millions de francs dépensés en pure perte? Sur le versant atlantique, la première écluse se situera au kilomètre 22,7, ainsi que vous l'aviez préconisé. Elle aura une chute de 8 mètres. Le bief du partage des eaux sera ainsi de 38 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce sont vos propres conclusions, monsieur. Mon idée est évidemment la seule viable, si de Lesseps veut achever son canal de Panama. La nature même du projet du canal de Panama ferait fuir un homme ordinaire. La Société du canal interocéanique de Panama est au bord de la faillite. Chaque mètre cube de terre enlevé est immédiatement remplacé par l'effondrement d'un autre mètre cube. Tout le travail est à refaire chaque jour. Mais pourquoi se lancer dans une aventure aussi risquée? Je suis le seul dans le monde à pouvoir construire des écluses de 11 mètres de chute. Pardonnez-moi de me répéter, père. Mais les risques financiers? C'est une affaire de 120 millions, presque 20 fois le prix de ma tour. Je serai le premier dans le monde entier. On ne dit pas que du bien des gens à qui vous avez affaire. Surtout du baron de Reynac. Et de moi, ma chère enfant, on ne dit que du mal. Nous vivons dans un pays où on vous offre un ennemi juré pour chaque louis d'or que vous pouvez mettre dans votre poche. La dépense ne devrait pas dépasser les 400 millions d'augmentation de capital. C'est une somme impressionnante. À titre de comparaison, ma tour n'aura coûté que 7 millions. Ne craignez rien, mon cher. Ma banque vous couvre bien au-delà des sommes que vous engagerez. Et vous, monsieur Reynac, vous commencez par percevoir une commission de 2 millions? C'est l'usage. Les actionnaires échappent à la ruine grâce à ton père. Tout le monde applaudit. Il sauve le canal. Mon père ferait n'importe quelle folie pour prouver qu'il a raison. Ne t'inquiète pas. Il calcule tout au millimètre, au centime près.
Oui, mais là, des centaines de millions sont en jeu. Peut-être des milliards. Ton père est le plus honnête des hommes. Il ne risque rien. Mais oublions nos soucis et profitons de cette extraordinaire exposition universelle qui amène à Paris la terre entière et fait de notre belle capitale le centre du monde. Ici sont réunies pacifiquement les races, les langues et les religions du monde entier. Pour cette exposition, dont la réussite est saluée universellement, le pays des droits de l'homme réunit toutes les nations en réalisant ici même la liberté, l'égalité et la fraternité. Allez maman, t'es sûr que tu veux pas monter? Maximilien, fais pas monter une femme enceinte à 300 mètres de haut, allons. Et puis le médecin m'a dit de faire attention. De toute manière, tu as le temps. Ils vont pas la démonter la semaine prochaine. La tour est, au sens propre et au sens figuré, le clou d'exposition universelle. Les visiteurs n'en finissent pas de gravir ces marches. L'exposition universelle attira des visiteurs exotiques, tels le Shah de Perse, qui n'osa pas s'aventurer en haut de la tour et préféra envoyer à sa place un officier de sa suite. Le plus malchanceux de ces touristes fut à coup sûr l'empereur Pierre II du Brésil, homme cultivé, francophile, curieux de tout, et qui malgré son grand âge traversa l'océan pour visiter l'exposition. Mal lui en prit, car tandis qu'il admirait la tour et les autres attractions, l'armée brésilienne s'apprêtait à destituer l'infortuné souverain. Après 2 mois de mise au point laborieuse et incertaine, les ascenseurs fonctionnent enfin. Hommes et femmes se précipitent pour monter au sommet du plus haut monument du monde, assister à un spectacle au théâtre du 1er étage, déjeuner à l'un des restaurants en altitude, tandis que le canon, qui marque chaque heure, résonne sur tout Paris. Une des autres attractions les plus populaires est la rue du Caire, avec ses parfums envoûtants, ses saveurs épicées et ses 1001 nuits offertes à chacun. Le 9 août, au milieu de l'après-midi, la foudre a touché la tour. Le paratonnerre a été endommagé, mais on ne déplore aucune victime ni aucun dégât matériel important. Contrairement aux prédictions des pessimistes, les poissons de la Seine n'ont pas été électrocutés par le câble reliant le paratonnerre à la Terre. Lucullus est consommé aux œufs pochés, suivi d'une truite saumonée au coulis d'écrevisse, suivi d'une poularde du Mans à la russe, puis homard sauté. Très bien, c'est parfait. Notre Américain est un grand homme, mais il doit pas savoir distinguer un homard d'un caneton. Tu veux savoir la carte des vins? Thomas Edison a une tête à ne boire que de l'eau. Celui qui a le plus ému Eiffel parmi les illustres visiteurs qui ont été reçus dans son salon privé du 3e étage est sans aucun doute Thomas Edison, inventeur du téléphone, du phonographe et de l'ampoule électrique. Le monde entier admire le grand Thomas Edison. Vous êtes l'orgueil de l'Amérique, vous personnifiez le progrès, vous êtes l'avenir de la civilisation. Vous nous feriez un immense plaisir si vous nous donniez vos impressions par ici. Pardon. Top of the Eiffel Tower, September 10th, 1889. To
À Monsieur Eiffel, le grand constructeur d'un exemple gigantesque et unique de l'ingénierie moderne, de la part de quelqu'un qui a le plus grand respect pour tous les ingénieurs, y compris le grand ingénieur. Le bon Dieu. Vraiment, vous nous faites un immense honneur, Monsieur Edison. À moi-même et à mon pays tout entier. Les premières constatations ne permettent pas de déterminer les circonstances de la mort du baron de Reynac. Le simple bon sens porte à croire que le baron a mis fin à ses jours. Mais certains parlent déjà d'un meurtre évidemment lié à l'affaire de Panama. Car le baron de Reynac ne saurait être compromis tout seul dans cette faillite du siècle qui porte sur des centaines de millions de francs. On est malheureusement obligé d'évoquer ici le nom de Gustave Eiffel, devenu depuis 1888 le maître d'œuvre de l'énorme entreprise. La tour Eiffel semble narguer les Parisiens qui ont perdu leurs économies en investissant dans le canal de Panama. Des milliers de petits porteurs, rassurés par la présence du grand Gustave Eiffel, se retrouvent aujourd'hui à la rue. C'est le plus grave scandale de la République naissante. Je n'ai rien à justifier, monsieur. L'instruction prouvera que toutes les opérations sont honnêtes et parfaitement régulières. Je vous rappelle que des milliers d'actionnaires sont aujourd'hui sur le pavé, réduits à la soupe populaire. Et que d'autres ayant tout perdu se sont suicidés. Le 10 janvier 1893, Ferdinand de Lesseps et Gustave Eiffel ont comparu devant la cour d'appel. Monsieur de Lesseps, très gravement compromis dans la mémorable faillite de la Compagnie de Panama, n'aura guère d'autres défenseurs que son grand âge et sa gloire passée. Quant à Monsieur Eiffel, grand croix de la Légion d'honneur, il lui est reproché, non sans raison, semble-t-il, d'avoir réalisé un bénéfice personnel de plus de 30 millions de francs sur les opérations qui ont mené la Société du Canal à la catastrophe. Monsieur Gustave Eiffel, né le 15 décembre 1832 à Dijon, ingénieur, directeur de société, vous êtes condamné en application des articles 406 et 408 du Code pénal relatif à l'abus de confiance et détournement de biens à 2 ans de prison ferme et 20 000 francs d'amende. Ayant fait appel du verdict qui le condamnait à la prison, Eiffel resta libre. Selon la loi, pourtant, il dut passer la nuit précédant le nouveau procès en cellule parmi les repris de justice. L'homme qui avait tout fait pour son pays connut la honte et l'humiliation publique. Le 15 juin 1893, la Cour de cassation annula le jugement de la Cour d'appel pour vice de forme. Eiffel échappait à la prison, mais n'était nullement réhabilité sur le fond. Dès le lendemain, j'eus la surprise de recevoir son invitation avec l'engagement de répondre à toutes mes questions, de n'en éluder aucune. Bon, monsieur Barbier, cette fois-ci, vous n'avez pas grand-chose d'extraordinaire à écrire. Hormis moi, Gustave Eiffel. Depuis des années, cet homme faisait lire toute la presse par sa fille Claire. Il se souciait énormément des jugements qu'on portait sur lui, et il en était profondément meurtri. Vous avez entendu? Pour Dijon? Non. C'est la ville natale de mon père. Je sais. Ils viennent de débaptiser le quai Eiffel. Pourtant, vous avez donné une grosse somme d'argent pour indemniser les actionnaires de Panama. Plus de 10 millions. Plus que le prix de cette tour. J'ai abandonné une grosse part de mes avoirs.
dans ma propre entreprise. On parle de lui retirer sa Légion d'honneur. C'est un véritable lynchage. Non, c'est pas à cause de la catastrophe de Panama que je me suis fait détester. C'est le succès. Notre conversation dura plus d'1 heure. J'ai eu le sentiment de recevoir le testament du grand Gustave Eiffel. L'homme de la tour la plus haute du monde. L'homme aux 12 travaux d'Hercule. L'homme qui faisait danser les tonnes de fer et valser les millions. Cet homme-là venait en effet de mourir. Mais des cendres de ce héros, je vis surgir un nouveau personnage. Plus humble, certes, plus discret, mais tout aussi admirable. Le capitaine d'industrie avait fait son temps. Place au savant, à l'expérimentateur, à l'homme de réflexion et de recueillement. Elle fêtera ses 11 ans dans quelques jours, notre jolie fillette de 300 mètres. Les peintres et les staffeurs sont occupés à lui rafraîchir la frimousse. Souhaitons-lui une heureuse adolescence, même si nous savons que ses jours sont comptés et qu'elle n'a aucune chance de dépasser l'âge de 20 ans, car telle est la limite fixée à la concession accordée à M. Eiffel. Bien entendu, la mise en valeur de ce site exige la disparition de la tour de 300 mètres, obstacle dont l'énormité, sans même qu'on prenne en compte aucun autre critère de goût, interdit tous les embellissements qu'on pourrait imaginer pour ce lieu par ailleurs si prestigieux. Le démontage de cette attraction de foire ne demandera pas plus que quelques mois. Et nous aurons enfin dégagé la magnifique perspective qui s'ouvre depuis la colline de Chaillot et se ferme sur la façade de l'école militaire. Ça va. Eh, tu as de bonnes jambes, fiston, pour un fort en thème. Toi aussi, papa, tu grimpes bien. Tu veux dire pour mon âge? Dire qu'ils vont la démolir. Tout ce travail pour rien. Elle ne sert à rien. Comme disait M. Eiffel, sa première utilité est le plaisir de l'ascension. Est-ce que ma Coralie t'offre son plus beau sourire? Eh ben ça, mon vieux, tu saurais mieux le dire que moi. Nous faisons une photo historique, mon cher. Dans 1 an, ce gros machin de fer derrière nous aura complètement disparu. Et dans 1 an, ce gros journaliste à côté de moi aura disparu bien loin, lui aussi. Ils ne vont tout de même pas démonter la tour sous prétexte d'embellir le champ de Mars. Il en est question. Le comité technique de la préfecture va rendre sa décision dans moins de 15 jours. On reproche à la tour d'être complètement inutile. Elle permet des expériences scientifiques uniques au monde. Ben voilà un argument. Je vous écoute. Tout le pays lira ce que vous allez me dire là. Très bien. Commençons par la météorologie. Un édifice monstre qu'on pourrait souhaiter plus beau, mais qui sert à la météorologie, la télégraphie optique, la télégraphie sans fil et peut servir à 1000 autres études. Merci. Je crois que nous pouvons passer au vote. Tiens. Destruction. Destruction. Tiens. Destruction. Messieurs, le résultat est le suivant. Le maintien de la tour Eiffel est voté par une voix de majorité.
Une voix. Une seule petite voix, tu te rends compte? On s'en fiche un peu, non? Sans cette voix, la tour était bel et bien... déboulonnée. Bon, d'accord, on s'en fiche. À quoi ça tient? L'affaire n'est pas terminée. La commission du Vieux-Paris va revenir à la charge. Plus l'antenne est longue, plus nous pouvons améliorer la portée de l'émission et de la réception. Le capitaine Ferrier m'a fait une démonstration de cette TSF. C'est extraordinaire. On peut parler à des centaines de kilomètres sans être relié par un fil. Et la nuit, le signal va 2 fois plus loin. Si nous disposions d'une antenne géante sur la tour, nous pourrions encore doubler la distance. Mais vous êtes ici chez vous, mon capitaine. La tour accueille toutes les expériences